On va évoquer maintenant le cas de la Libye, 3 ans après la chute du colonel Kadhafi. Le chaos semble régner sur place. Le pays s'est transformé en un vaste champ d'affrontements entre diverses milices. Deux gouvernements qui s'accusent de tous les maux. L'un reconnu par la communauté internationale mais exilé dans un hôtel de la ville de Tobrouk. L'autre autoproclamé qui est installé à Tripoli, la capitale. Et aussi là au milieu, le groupe terroriste État islamique qui continue de progresser, qui contrôle désormais 2 villes de Libye. Question, faut-il intervenir militairement en Libye comme en Irak? Comment sinon sortir de cette impasse? Bonjour Asnia Bidi. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, professeur invité à l'Université Paris 13. On a l'impression que la Libye, depuis 3 ans et surtout depuis ces derniers mois, s'est refermée sur lui-même. Très difficile de savoir, de décortiquer ce qui s'y passe vraiment. On parle de chaos. Est-ce qu'on devrait, selon vous, parler de guerre ? Je crois qu'on est entré de plein pied dans une guerre civile dans la mesure où il y a deux acteurs principaux. Et on sait qu'en Libye, il y a plusieurs acteurs en présence, qu'ils soient politiques ou militaires. Et surtout, je crois que depuis la tentative de coup d'État menée par l'ancien général Khalifa Haftar, là, on a vraiment les prémices, en tout cas, d'une guerre civile, malgré le fait que les Libyens veulent toujours croire à une solution politique pour leur pays, parce qu'ils savent que la solution militaire n'est pas l'idéal. On est intervenu en 2011 pour renverser le colonel Kadhafi. Est-ce que là, début 2015, il n'est pas de notre responsabilité d'intervenir aussi, peut-être militairement, en Libye ? Il est de notre responsabilité de réparer les erreurs de l'intervention militaire et pas de rajouter à cette intervention une autre intervention militaire qui n'a pas finalement réglé les problèmes de faim en Libye, dans la mesure où l'action menée par la coalition, avec un mandat des Nations Unies, bien sûr, a sauvé la population, surtout de Benghazi, souvenez-vous à l'époque, bien sûr aussi a aidé les révolutionnaires à se débarrasser de ce régime tyrannique, mais elle n'a pas aidé les Libyens à construire des institutions capables de sécuriser le pays, des institutions capables, bien sûr, de gérer cette action politique. La Libye, aujourd'hui, souffre d'abord d'un héritage catastrophique de régime libyen depuis 1969. Aucune institution, aucune constitution, ou même le projet d'une constitution. Et ensuite, le pays qui a été tenu, bien sûr, par la force, par le régime Kadhafi et par les milices de sécurité, se retrouve, bien sûr, à découvert, sans aucune autorité. Aujourd'hui, je crois que vraiment, il y a un mauvais sort qui s'abat sur la Libye, s'ajoute sur le mauvais sort, les mauvais choix menés par la communauté internationale. On ne va pas refaire l'histoire, Asnia Bidi, mais je rebondis sur le début de vos propos. Il ne fallait pas, en 2011, renverser Kadhafi ? Non, je ne crois pas. La chute de Kadhafi ou le renversement du régime libyen, même si on parle de régime, c'est difficile de parler de Kadhafi en tant que régime politique. Il n'a pas fabriqué un régime politique. Il n'a pas fabriqué un État libyen. Kadhafi, souvenez-vous, lors de ses dernières apparitions télévisées, il dit « Vous allez voir, mon départ signifiait vraiment le départ de ce pays, ou la fin de ce pays-là. » Parce qu'il a fini par s'identifier au pays lui-même. La chute de Kadhafi a été demandée par une bonne partie, ou le renversement du régime par une bonne partie de la population libyenne. On a vu les dépassements et ce que les milices de sécurité liées au régime Kadhafi faisaient pour la population libyenne. Donc il ne fallait pas le renverser. Oui, si, moi je pense qu'il fallait le renverser, mais un renversement ne résout pas la solution. Il fallait absolument ce que la communauté internationale ou la coalition qui a fait ce travail militaire, c'est vrai que l'OTAN n'est pas une agence politique, mais il fallait absolument que les pays qui étaient à la tête, la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays arabes, il fallait absolument qu'ils restent, en tout cas qu'ils aident le peuple libyen pour la construction d'une paix ou d'un vivre ensemble. Alors nous sommes en 2015, vous venez de le dire, il faut intervenir en Libye mais ne pas commettre les mêmes erreurs qu'en 2011. La Libye et l'Égypte demandent au Conseil de sécurité de l'ONU de lever l'embargo sur les armes qui visent Tripoli afin que le pays puisse aussi se défendre lui-même, constituer son armée et combattre notamment le groupe État islamique. Est-ce qu'il ne faut pas au moins lever l'embargo sur les armes ? D'abord, un des problèmes de la Libye, c'est cette influence externe. Et d'abord, je note que Genève abrite des pourparlers diplomatiques très intéressantes et encourageantes, comme le dit son envoyé spécial. Et donc, il va de soi qu'il est contradictoire et même maladroit de la part de la communauté internationale de demander une intervention militaire, alors qu'il y a une dynamique de paix, une dynamique de négociation, même si elle est dans ses débuts, et réclamer la fin de ces dynamiques de paix et déclencher la guerre. Deuxième élément,
absolument les armes. Vous savez que l'embargo sur les armes a été décrété en février, 27 février 2011 par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité. Il a été renforcé aussi récemment, depuis 2014. Et la Libye aujourd'hui, c'est un dépôt d'armes ouvert, c'est un marché ouvert d'armes. La Libye, il faut se souvenir, avant la chute de Kadhafi, importait environ 1,5 milliard seulement donc des livraisons d'armes. Et souvenez-vous, la Libye, c'était un dépôt d'armes pour d'autres pays africains. Oui, dans lequel se servent les groupes terroristes d'autres pays et du Maghreb notamment. Hein. Aujourd'hui, c'est bien sûr, les armes sont en circulation libre, d'abord pour les pays du Sahel et d'autres groupes aussi. Mais ça a servi, ces armes-là, il faut se souvenir aussi que les frappes aériennes ont été accompagnées par aussi des livraisons d'armes dans certaines régions en Libye, à Misrata, les monts Nafoussa, etc. Et donc, ça a encore augmenté donc le surarmement de ce pays. Arrêter ou disons suspendre l'embargo des armes, c'est encore une fois, souffler sur les braises. Et je crois que ce n'est pas de rôle de la communauté internationale de compliquer encore la tâche. Donc ne pas lever cet embargo sur les armes. Reste que Daesh, le groupe État islamique, progresse en Libye, tiendrait 2 villes pour l'instant. Comment lutter sur place en Libye contre la progression du groupe État islamique, Hasni Abidi? Vous savez, il n'y a pas de mystère concernant l'État islamique. Le groupe Daesh, il a prospéré et a progressé en Irak et en Syrie en profitant de l'absence de l'État et l'absence de l'autorité. Il a profité aussi parce qu'il a trouvé un certain environnement qui n'est pas toujours hostile. En Libye, la présence d'abord des groupes djihadistes, il faut le rappeler, elle date des années fin 70 et des années 80, qui ont même essayé de renverser Kadhafi. Le groupe islamique, le groupe combattant libyen a été même affilié à Al-Qaïda dans les années 80. Donc, ce n'est pas récent. Ce qui est nouveau, bien sûr, et important, c'est l'implantation de l'État islamique dans certaines localités à Derna, donc au sud-est, et probablement à Sirte, mais aussi la dernière opération à Tripoli. Est-ce qu'il faut combattre l'État islamique? C'est, encore une fois, comment peut-on combattre l'État islamique alors qu'on n'a pas un consensus politique à l'intérieur de Libyens, alors que nous avons 2 gouvernements, 2 parlements, 2 armées presque, ou 2 semblants d'armées, 2 états-majors, et les 2 ne s'entendent pas sur l'approche à suivre, non seulement pour l'interne, mais aussi comment combattre l'État islamique. Et on ne peut pas, ou aucune intervention militaire, on l'a bien vu, je vous donne un exemple, la coalition 26 États en Irak, 6 mois, on a dépensé plus de 2 milliards de dollars selon John Allen, le responsable de cette opération. La coalition a reconquis 1% seulement de territoire qui a été occupé par l'État islamique. Comment voulez-vous qu'on fasse la même chose en Libye? Elle n'a aucune chance d'aboutir une intervention militaire. Donc, oui, l'intervention, mais il faut absolument que l'intervention d'abord avec un consensus interne libyen. Donc tant que ce consensus n'a pas lieu, impossible de freiner la progression du groupe État islamique. Donc ce groupe va s'étendre encore dans le pays. C'est ça, Hasni Abidi? On a laissé faire déjà, parce que le coup d'État de Khalifa Haftar, qui a été salué par l'Égypte, par d'autres pays, n'a fait que renforcer une aile islamiste modérée, soit des frères musulmans ou d'autres, qui a accepté le processus politique, et ensuite, en voyant bien sûr d'autres pays soutenir la partie qui est à l'est, c'est-à-dire à Tobrouk, finalement, les modérés ont rejoint les radicaux. C'est comme ça qu'on arrive un petit peu avec des erreurs stratégiques à grossir les rangs des groupes djihadistes. L'État islamique, finalement, il s'alimente de l'intérieur, il ne s'alimente pas de l'extérieur. Donc, il faut une solution politique. Il faut absolument que la communauté internationale casse cette hypocrisie internationale, donner à M. Bernardo de Leon tous les moyens. On ne peut pas envoyer un envoyé spécial pour lui dire « mettez-nous de l'ordre en Libye » et on ne lui donne pas les moyens ni politiques, ni juridiques, ni militaires. C'est très important. En revanche, déclarer une guerre, c'est simple, mais anéantir l'État islamique dans l'état actuel de la Libye, ça me paraît utopique. Donc on résume la situation, Hasni Abidi. La Libye, ce n'est plus d'État ou 2 factions divergentes. Ce sont ces dépôts d'armes quasiment à ciel ouvert, le groupe pays qui progresse. Quel est le risque de contamination, si je puis m'exprimer ainsi, à d'autres pays, par exemple la Tunisie, l'Algérie? Est-ce que c'est possible que l'EI étende son action dans ces pays-là à terme ou même dans les prochains mois? La force de
l'État islamique, c'est cette capacité de changement d'alliance à tout moment. Donc c'est une organisation évolutive. On a bien vu au départ, elle ne voulait pas, disons, s'étendre au-delà de son territoire naturel entre l'Irak et la Syrie. Aujourd'hui, l'État islamique, ou des filiales qui s'autoproclament de l'État islamique, sont un peu partout. Je n'exclus pas ce que l'État islamique glisse vers le sud. Et je pense que ça, c'est névralgique pour la France, parce qu'il s'agit de Mali, du Niger. L'Algérie, la Tunisie, vous avez raison de parler de la Tunisie, parce que c'est le maillon faible. La Tunisie, d'ailleurs, a raison de ne pas soutenir une frappe militaire contre la Libye. Vous imaginez déjà la Libye, un petit État qui accueille plus d'1 million de réfugiés libyens, avec des frappes aériennes. Le coût, la facture humaine, humanitaire et politique de telles frappes aériennes, elle sera catastrophique pour une transition, pour une démocratie déjà très fragile sur le plan politique et économique. L'Algérie, qui a déjà vécu une décennie noire catastrophique avec le terrorisme, ne peut pas avoir justement le luxe aussi de soutenir une frappe militaire, et c'est pourquoi elle soutient une solution politique. Mais le transfert des gens, l'aller-retour, le balai des membres de l'État islamique, à mon avis, il a déjà commencé avec d'autres mouvements qui ont certainement rejoint l'État islamique. Et y compris en Tunisie peut-être, pays qui a réussi, dont on dit qu'il est le seul à avoir réussi sa transition démocratique depuis le printemps arabe, même si ce mot n'est pas partagé par tout le monde. Même la Tunisie n'est pas à l'abri, Hasni Abidi. Oui, même la Tunisie n'est pas à l'abri. On a vu récemment donc une attaque qui a coûté la vie à 4 membres de la garde nationale, donc 4 gendarmes à la frontière algéro-tunisienne. Et on sait que donc le groupe qui a commis cet attentat, il se réclame bien sûr de Al-Qaïda et pas de l'État islamique, mais encore une fois, ce changement d'alliance, ou disons que certains membres de Al-Qaïda, déçus un petit peu par j'allais dire, le non-marketing et la non-couverture attendue de leur mouvement, risquent de passer armes et bagages dans les rangs de l'État islamique.